Culture Soccer. Enfin, on est là. La fin du périple est peut-être arrivée. Aujourd'hui, ici au Québec, le premier ministre québécois François Legault a annoncé la fin des mesures restrictives pour le foot ou les activités extérieures. C'est intéressant parce que ça va permettre au Québec de revoir du foot. Et quand on parle du Québec, on parle de la PLSQ, bien évidemment, la Ligue provinciale. Et pourquoi pas revoir du foot au Stade Saputo. Et peut-être, pourquoi pas, un match de la CanPL au Stade Saputo, ce serait quand même assez intéressant. Donc ici, Adi Raphaël à l'animation de ce podcast CS à l'érable. Je suis rejoint par le grand revenant, Daniel Cameron, qui est là de nouveau ici avec nous. Merci de revenir parmi nous, mon cher ami. Bien, c'est toujours un plaisir, les gars. Vous m'avez bien manqué. À chaque fois que j'écoutais les épisodes, j'étais comme quand est-ce que je vais revenir? Eh bien, je suis de retour. Merci, les gars, d'avoir assuré pendant les dernières semaines. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, on était sûrs. À chaque fois qu'on finissait l'épisode, Alex et moi, on se disait, man, je suis sûr que Daniel aurait dit ça et aurait dit ça. Donc voilà, aussi simple que ça. Alex Rupert, comme d'habitude, toujours là, toujours présent. Alex, ça? Ça va très bien et bon retour à notre ami Daniel Cameron. Tu nous as manqué. Merci, Alex, c'est un plaisir. Donc voilà, les amis, donc déjà une belle nouvelle du côté de la province québécoise avec ce retour des activités extérieures qui va venir, qui va commencer à peu près le 28 mai. C'est sûr, on parle d'un point de vue hypothétique et c'est notre ami Nicolas Martineau qui a lancé cette petite flèche sur Twitter en disant pourquoi pas le retour de la CanPL au Stade Saputo. Oui, c'est utopique. Oui, on le sait qu'effectivement, ce serait quand même très difficile du fait que c'est une pelouse naturelle. Donc, jouer plusieurs matchs sur la même pelouse à chaque jour, ça va être quand même très difficile pour l'état de la pelouse. Donc, il faut oublier ça. Mais quand même, c'est beau de rêver. Pourquoi pas rêver? Mais voilà, au moins, on va pouvoir revoir du foot en live et pourquoi pas avec notre belle PLSQ. On fera bien évidemment, dès qu'on aura un peu des dates, peut-être qu'on pourra à ce moment-là parler un peu plus de PLSQ ici au Québec, la Ligue semi-professionnelle provinciale québécoise. On l'avait dit la semaine passée, Alex et moi, on avait parlé de cette annonce qu'on attendait de la part de la Canadian Premier League et du commissaire David Clanacan qui devait faire une annonce le 15 mai par rapport à la CanPL et du retour et du début de la saison. On a eu pas une annonce précise, et c'est ce qu'on voulait quand on a parlé la semaine passée, Alex et moi, mais quand même, il faut dire que ce n'était pas une annonce faite n'importe comment. Le retour de la CanPL va se dérouler entre la mi-juin et début juillet, donc c'est très, très bientôt. Donc, dans un mois, voire un mois et demi, ce sera le retour de la CanPL, enfin. Ça va se dérouler en plusieurs phases. Il y aura en premier, c'est la saison régulière, elle va se dérouler quand même avec 28 matchs disputés par chacune des équipes. Donc enfin, on revient à quelque chose de normal, plutôt on retrouve un peu la normalité. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va se dérouler en deux phases. Il va y avoir une première phase qui sera une bulle. On ne sait pas encore c'est où. Est-ce qu'on va se retrouver de nouveau sur l'île du Prince-Édouard ou est-ce qu'on va aller essayer autre chose? Ça a l'air qu'on va aller essayer autre chose. Mais on verra. Donc, une bulle, un peu la même chose, qui est vraiment faite. C'est un événement où il n'y aura pas de supporters, c'est ce qu'a dit la CanPL. Pas de supporters ou quoi que ce soit, ça va être juste mis à la télé. Et après, le but, c'est de retourner un peu à la normale avec des supporters dans les stades, dans les marchés locaux. Alex, tu penses quoi de cette annonce? Est-ce que tu es satisfait déjà d'une annonce comme ça? Est-ce que ça a satisfait ta curiosité? Je vais être honnête, la partie qui m'a le plus surpris, c'est les 28 matchs. Puis, si tu parles d'un retour au jeu à la mi-juin ou peut-être même pour le Jour du Canada, 28 matchs, ça t'amène jusqu'en novembre, à moins que tu condenses beaucoup de matchs en très peu de temps. Quoique je pourrais comprendre la logique parce que l'année dernière, pendant les Island Games, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille de la maison, fait que tu peux combiner des matchs, puis c'est pas comme si on était dans la vie de tous les jours où est-ce que le monde doit voyager du bureau à la maison puis aller au stade. Fait que tu risques de
de quand même avoir beaucoup d'auditeurs. Fait que oui, le 28 matchs est faisable. L'autre chose qui me rend très curieux, c'est qu'il n'y avait pas vraiment mention sur les séries éliminatoires. Fait que ils avaient dit dans leur annonce en anglais, ben, aussi en français, que c'était avec classement unique. Est-ce que ça va être le classique européen ou est-ce que le champion va en CONCACAF League et il n'y a pas de série éliminatoire? Ou ils vont trouver du temps pour faire le même format que l'année dernière ou les années passées? Euh, ouais, pour ce qui est du lieu, ben, le lieu unique, c'est logique. Toutes les provinces ont des problèmes avec la COVID. Euh, il faut juste voir quel endroit sera désigné pour être hôte du début de la saison. Ouais, ça va être intéressant, en tout cas, de savoir l'endroit. Je sais que toi, Daniel Cameron, tu en as 75 des endroits dans la tête où on pourrait débuter cette saison de la CNPL. Est-ce que toi, tu as été satisfait par ce genre d'annonce-là ou tu t'attendais à mieux, tu t'attendais à moins? Parle-moi un peu de ton impression sur cette annonce de la part de la CNPL. Ben, le fait qu'on a parlé de 28 matchs et non d'une bulle avec 7 matchs comme l'année passée, ça m'a rassuré beaucoup. Après, je peux comprendre que pour des fins sanitaires et économiques, on préfère une bulle, même si j'aurais aimé justement qu'on profite de l'occasion pour peut-être progressivement faire rentrer des spectateurs. Mais ça dépend des autorités sanitaires de chaque province. Ça appartient pas vraiment à la Ligue, mais en même temps, peut-être ajuster les caméras, tu sais, les genres de choses qu'on avait vues à la première année qui allaient pas très bien. Euh, donc, sinon, j'attends également de voir ça va être où, quand, comment. Est-ce que ça va être à l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Winnipeg, Montréal, Iqaluit, Whitehorse? Comme tu as dit, j'ai 5 ans. Je pense que là, j'exagère. Je te connais, man. Je te connais. Ça fait 3 saisons qu'on fait ensemble, là, puis je sais comment ta tête fonctionne maintenant quand il s'agit de soccer canadien. Il est plein d'idées, notre ami Daniel Cameron. Bon, après, Alex Rupert n'est pas mieux, mais bon, ça, c'est autre chose. Les amis, j'aimerais parler un peu de ces 28 matchs, OK? J'aimerais savoir, selon vous, on est encore très loin d'avoir vu le format en tant que tel. On a parlé d'une table unique, donc un classement unique où il va y avoir à la fin. On n'a pas eu de nouvelles sur les séries éliminatoires, mais ça a l'air que celui qui aura le plus de points sera couronné champion, à part si les choses changent d'ici là. Est-ce que pour vous, quand on parle de 28 matchs, comment faire pour garder un certain enthousiasme? Parce qu'on sait qu'il y a juste 8 équipes. Donc, on s'entend que ça va être 4 matchs contre chacune des équipes. Comment faire pour garder cet enthousiasme? Selon vous, est-ce qu'il faudrait faire un format, genre tu fais 2 matchs, disons par exemple, t'es Ford, tu fais 2 matchs contre Halifax à la suite, genre à 3 jours d'écart pour créer une sorte de rivalité ou un peu comme on fait un peu au baseball, ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment les espacer puis créer par exemple Halifax, puis 3 semaines plus tard, de nouveau, tu rencontres Halifax et ainsi de suite, ou peut-être c'est mieux d'avoir des matchs rapprochés de là et en termes de deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Daniel Cameron, c'est quoi ton avis là-dessus? Si on a de l'espoir qu'il y aura des matchs un jour dans un stade quelque part au Canada, ben, je pense qu'on est mieux d'essayer de garder un calendrier traditionnel le plus longtemps possible. Mais en même temps, il va falloir quand même condenser les matchs parce qu'on n'a pas commencé en avril, on commencera en juin ou juillet. Donc, ça va être des choix difficiles à faire. Est-ce qu'on on attend l'automne? Est-ce que ça va s'il y a des signes encourageants qui sont visibles de la part des autorités sanitaires, peut-être que je pense qu'on va peut-être essayer de commencer doucement pour remettre un peu le monde dans le beat, puis petit à petit, puis prévoir un calendrier qui peut être un peu plus malléable peut-être aussi. Là, on n'est pas obligé d'avoir un calendrier coulé dans le béton. L'important, c'est qu'au final, on ait joué nos 28 matchs là. Donc, non, moi, je suis pas trop fan de l'idée de jouer 2 fois en peu de jours. Si c'est ça la question, en peu de temps, là, je trouve que ça gâche un peu la variété. Alex? Ouais, je te rejoins. Je pense que tu veux les garder les plus espacés possibles, les différents matchs. Tu veux créer un effet de nouveauté. Tu veux pas que tes auditeurs, je veux dire, tes téléspectateurs voient toujours les mêmes rencontres entre peu de temps. Puis tu veux en garder pour la fin de la saison parce que on voit que le taux de vaccination accélère. On est maintenant un des pays qui donne le plus qui vaccine le plus rapidement.
Donc, tu peux déjà espérer un retour dans les estrades peut-être à l'automne, peut-être à la fin de l'été. Alors, tu ne veux pas liquider tous tes affrontements Forge contre Cavalry dès le départ parce que c'est eux qui vont être payants. Ou si tu veux créer des rivalités, tu veux en garder. Ouais, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver pour le format du calendrier, puis comment ils vont dessiner ça, puis aussi quel lieu qu'ils vont choisir. Ça, je suis très, très, très curieux là-dessus. Ben, comme Bull, moi, j'aurais proposé Longueuil. Tout le monde sait ma passion pour Longueuil et la ligne jaune. Non, je plaisante. Et la coupe et la coiffure, les salons de coiffure de Longueuil. OK, peut-être pas Longueuil, mais tu sais, comme idée farfelue, ben, tu sais, logiquement, tu sais, il y avait des rumeurs sur Terre-Neuve et tu sais, c'est comme, tu sais, je peux vous relancer la question. Tu sais, point de vue télévision, euh, tu sais, qu'est-ce que vous voulez voir dans le fond? Est-ce que vous aimeriez que la Ligue aille dans un nouveau marché comme ils l'ont fait l'année dernière à l'île du Prince-Édouard? Ou cette fois-ci, ce serait Saint John's à Terre-Neuve pour essayer de voir comment Créer ça va marcher, l'engouement, là. Ouais. créer l'engouement, voir s'il y a des investisseurs qui ça va leur piquer dans les yeux. Parce que, tu sais, juste pour nos auditeurs, il y a le très, très, très célèbre stade. euh, Ça s'appelle King George V, Ouais. donc le stade du roi George V. Et c'est là que le Canada avait remporté sa qualification pour la Coupe du monde de 1986 en battant le Honduras en 85 et devenant champion de la CONCACAF pour la première fois. Il y a toujours une anecdote que je pense que c'est important que les téléspectateurs le savent. L'anecdote, c'est que la finale, c'est Canada contre le Honduras et tous les partisans du Honduras ont pris l'avion pour Saint John, New Brunswick. Ben, le match était à Terre-Neuve, Saint John's à Terre-Neuve. Ouais, parce que malheureusement, il y a deux villes quand même avec des noms très, très similaires, mais bon, quand même très, très sympathique cette anecdote. Désolé pour le détour, mais Vas-y, dans le vas-y. fond, est-ce que tu voudrais un match dans un lieu nouveau pour créer de l'engouement ou tu veux que ce soit très sexy pour la télé puis tu fais ça à Winnipeg dans le méga stade à la télé qui va paraître presque aussi bien que n'importe quel stade en MLS aux Le stade de États-Unis? Valor, on Ouais, s'entend. Ouais, exactement. parfait. Donc, mais toi, qu'est-ce que tu préférais si jamais toi, tu as à choisir? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de la Campbell? Le stade de Valor. Le Parce que stade tu de as, Valor. parce que tu as beaucoup plus d'opportunités pour, tu sais, surtout pour le visuel, pour mettre, tu sais, utiliser la technologie pour Les tu sais, publicités, les là? publicités à la télévision. Puis, comme ton tournoi est diffusé à plus d'endroits, mais ça fait plus professionnel, ça fait plus haut de gamme, puis tu veux montrer ça. Tu as une image à montrer. Dis pas que c'était pas sympathique, l'île du Prince-Édouard, on n'avait pas le choix, puis tout le monde comprend. Mais là, avec les activités qui reprennent un peu partout, puis les téléspectateurs, ben, les spectateurs qui retournent dans les stades, toi, je suis pas sûr que c'est une si bonne idée de retourner dans le même style de l'île du Prince-Édouard deux fois de suite. OK, intéressant, intéressant. Donc, le stade de Valor, c'est l'Investors Group Field, donc IG Field. C'est là où Alex aimerait que la bulle se déroule. Et toi, Daniel, quel serait ton avis? C'est quel stade que tu préférais? Est-ce que tu préférais une ville pour créer aussi de l'engouement quelque part au Canada ou est-ce que tu serais un peu du même avis que Alex pour trouver un stade qui est propice à ce genre de tournoi-là et ce genre de bulle-là? Ben, c'est vrai que comme le Investor Group Stadium, il est très télédiffusable, hein, si on peut utiliser ce terme-là. Là. Il paraît bien à la télé, les caméras avaient de l'allure, contrairement à d'autres stades gâchés par des poteaux électriques, Il notamment. nous écoute plus, Xavier Ouellet. Ça fait deux semaines de suite qu'on fait une allusion à ça, puis il nous a rien dit. Donc voilà. Mais en même temps, ce que j'aimais bien avec les Island Games, c'était la neutralité. C'est qu'on n'a pas Ouais. l'impression de jouer dans le Il n'y a terrain. personne qui joue à la maison, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, mais en même temps, ce côté-là que ça serait peut-être bien d'aller chercher à Terre-Neuve. Et en plus, on pourrait appeler ça quand même les Island Games. Ouais, Ou c'est à sûr. Montréal aussi. À Montréal Ouais, aussi. Island Games 2, là. Mais Ouais. écoutez, ça peut être aussi quelque chose, une dernière question par rapport à ça. Ben, déjà, je vais vous donner mon avis. Moi, je suis pour aller créer de l'engouement ailleurs parce que c'est une ligue qui est en pleine expansion et je pense créer de l'engouement dans des endroits qui n'ont pas
de clubs de CanPL. Je pense que c'est une bonne chose pour la notoriété de la Ligue, déjà d'un point de vue local. Avant de commencer avec l'international, commençons par le national. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc ça, ce serait mon avis à moi. Par contre, à propos de ça, est-ce que vous pensez, on a vu par exemple la NWSL qui a choisi, parce qu'eux aussi, ils avaient fait une bulle à un moment donné en 2020, puis ils ont décidé de refaire la même chose en 2021 aussi. Puis il y a eu des discussions comme quoi, c'est la Challenge Cup, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, pas les Island Games, c'est la Challenge Cup. Ils ont décidé que ce serait quelque chose qui sera fait chaque année. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, le format qu'on a vu un peu dans les Island Games, est-ce que vous aimeriez ça, avoir un format comme ça, tournoi, qui soit fait au début de la saison pour créer un peu d'engouement, puis après commencer la saison, ou vice-versa, faire une sorte de coupe à la fin, un peu créer un peu ce qu'on voit aussi du côté de l'Europe, où dans tous les championnats qui se respectent, tu as un championnat, puis tu as une coupe. Oui, tu auras, en plus du championnat canadien, là, tu auras deux compétitions pour les clubs de la CNPL, plus le championnat canadien. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est viable au Canada, ou est-ce que vous pensez que ça fait un peu trop pour des clubs qui n'ont pas quand même beaucoup de profondeur d'effectifs, beaucoup de profondeur pour jouer sur 3 tableaux? Je te laisse commencer cette fois-ci, Daniel. Eh bien, je pense que ça serait intéressant, mais je le vois plus comme un tournoi de pré-saison, là. On pourrait l'appeler Island Games tout le temps, puis Ouais. le plus possible le faire dans une île, comme Paris-Dakar, qui est même plus uni en Paris et Dakar. Donc, on pourrait peut-être le faire dans les Maritimes ou le faire même à l'île de Vancouver, parce que le climat là-bas le permettrait de le faire plus tôt. Ouais, À la ouais. limite, si on a des années plus froides, on pourrait le faire dans une île dans les Caraïbes. Tu sais, Mais quel serait l'appât du gain? Qu'est-ce que tu gagnerais? Parce que c'est cool de le faire en pré-saison, mais tu veux quand même ajouter cet engouement-là. Donc, il faut que tu donnes quelque chose au vainqueur, non? pas nécessairement. Je pense que Juste le titre. ouais, c'est ça, un titre. Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? C'est une autre histoire. On décidera si ça. Parce qu'en même temps, si tu veux que ce soit une pré-saison, c'est important que les clubs soient à l'aise de tester leurs joueurs, là. Puis ça, en même temps, Ouais, ça permettrait de faire en sorte que les joueurs soient payés sur une plus longue période. Parce que moi, je me ouais, rappelle longtemps, quand il y a eu les clubs canadiens en USL, c'était les pré-saisons plus longues et tout qui ont fait en sorte que les joueurs ont pu devenir professionnels. ouais. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant. Les joueurs de CanPL vont avoir des contrats plus longs. La pré-saison va commencer avant. On pourra avoir des. Après ça, est-ce qu'il y aura des moyens de faire de l'argent avec ça? Ben, One Soccer le diffusera. Les gens qui voudront suivront. Puis ça peut justement réveiller l'engouement plutôt que d'attendre une semaine avant, là. Cool. Ouais. Alex? Ben, il faut que tu penses au coût de production. J'ai plus, je pense plus au côté, est-ce que les coûts pour la ligue, puis qu'est-ce qu'il risque d'avoir en retour. Si tu fais ça pour la télévision, je trouve que c'est un peu tôt. Surtout que la profondeur, les effectifs sont pas si grands que ça. Fait que si tu commences à avoir des blessés à droite et à gauche là-dedans pour rien, Ouais, ouais, ça, c'est les points je- négatifs. Mais je- oublie pas que c'était excitant, la Island Games. Genre, on a eu du fun à ouais. couvrir ce championnat-là. Puis, j'ai comme l'impression que genre, moi, ça m'a donné envie de voir ça un peu plus souvent parce que c'était quoi? C'était 3 semaines à 4 semaines, en fait, le tournoi. Puis c'était fini, mais on a eu quand même un rush d'adrénaline quand même assez intéressant, je pense, durant ce tournoi-là. C'était quand même assez direct. Chaque match était important pour passer au prochain tour. Je sais pas, j'ai aimé un peu ce format-là pour créer un peu plus de hype autour de la CanPL. Donc, mais oui, tu as raison que les coûts, ça rentre en jeu. Excuse-moi, je t'ai interrompu là, mais je voulais juste. Ouais, mais il y a aussi le fait que, les Island Games, le trophée valait quelque chose. Ça Ouais, t'amenait à CONCACAF League. Moi, je pense que si tu es pour faire ça, c'est mieux que tu ailles en terrain neutre puis tu essaies de répliquer qu'est-ce que les autres grandes ligues font. Surtout si je pense, surtout au Canada, le meilleur exemple, c'est le basketball. La NBA, les matchs de pré-saison des Raptors, c'est à Montréal, c'est à Vancouver, c'est à Saskatchewan, ils vont même à Halifax, ils vont un peu partout. Ce qui serait intelligent de la CPL, c'est d'avoir des matchs pré-saison dans des endroits stratégiques qui veulent attirer l'attention, ils veulent créer un engouement dehors de leur territoire pour amener ces personnes-là à voir ces matchs ouais. exhibition et vouloir les convaincre de prendre un abonnement One Soccer, puis commencer à militer pour avoir leur propre club.
Ou Donc tu peux là, à ce moment-là, faire. tu dois aller dans des pays genre comme les Caraïbes, par exemple. Tu dois pas aller aux États-Unis parce que les Américains, je doute très fort qu'ils vont prendre un abonnement One Soccer avec. Bah, après, je peux être surpris là, mais je pense pas qu'il y en aurait beaucoup. Ben, je veux dire, ben, c'est sûr, c'est pré-saison, on parle du mois de mars, fait que c'est froid Ouais. partout, mais tu sais, un gros coup, ben, je sais que c'est de la pure fantaisie. Bah Euh, oui, le, le, c'est tout ce le, qu'on fait ici sur Salérable, la fantaisie. Là. le BC Place de Vancouver, Ouais. moi, je testerais la ville de Vancouver. Pourquoi pas? Parce que le BC Place appartient à la province et non au club. Ouais. Mais après, ouais, ce serait quand même intéressant d'avoir Pacific à Victoria, puis un autre club à Vancouver. On en a parlé plusieurs fois. Ça peut créer une belle rivalité entre les deux villes de Colombie-Britannique, la capitale et une des plus grandes villes au Canada. Donc, ça peut être quand même assez intéressant de voir ça. Euh, on a d'autres genres de contraintes maintenant à cause de tout ce contexte pandémique et on va en parler parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est très cool de voir que la CanPL s'apprête à reprendre ses activités. On va pouvoir faire, bien évidemment, à un moment donné, on va faire un bon preview, un bon récapitulatif des effectifs avant le début de la saison. On va le faire comme on l'avait fait l'année passée avant les Highland Games. On avait fait un long épisode spécial pour parler de tout ça. On avait reçu ici Tristan D'Amour. Ça va être intéressant, on va pouvoir le faire, mais là, on a un petit problème avec les effectifs et j'aimerais avoir un petit topo là-dessus. Mon ami Daniel Cameron, on a des gros problèmes avec des joueurs étrangers, des problèmes de visa, on a des prêts, on a des choses qui se passent avec les joueurs étrangers et ça se passe pas bien, ça s'annonce pas bien pour recruter à l'international, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, ben, l'année passée, ça avait commencé par le fait que plusieurs joueurs n'ont pas pu rentrer au Canada pour les Island Games, mais ça, c'était Ouais. parce que beaucoup d'ambassades avaient fermé en Amérique latine, des consulats, des ambassades, donc ça a été compliqué. Là, cette année, on n'avait pas l'excuse de la dernière minute et tout, de l'incertitude. Donc, les joueurs qui devaient venir l'année passée, ben, certains ont annoncé qu'ils allaient venir, comme Hamilton à York, Lucas à Cavalry, donc Amir Soto à Valor. Entre-temps, là, cette année, on a encore le même problème et ça se trouve que c'est Valor et York qui sont pas mal touchés par ça. Et Cavalry aussi. Là, Cavalry, si je ne me trompe pas, il y a au moins un ou deux joueurs qui ont été touchés. Il y avait un attaquant argentin. Il y a Valor qui avait un joueur costaricien et un attaquant vénézuélien. Et York qui a dû prêter deux Argentins à un club de République dominicaine, dont un qui a même joué en Ligue des Champions contre un club mexicain. Donc, ça commence à faire beaucoup. Puis on voit que c'est surtout des joueurs d'Amérique latine. Donc, est-ce que c'est peut-être le processus d'immigration au Canada qui est long, qui est lourd? On sait que les clubs canadiens à MLS ont les mêmes problèmes, notamment avec les joueurs qui viennent d'Afrique. Là, il va peut-être falloir se demander est-ce que la Ligue doit embaucher des avocats? Est-ce que la Ligue doit faire du lobbying auprès de l'immigration, peut-être pour avoir un fast track? C'est des questions que je ne peux pas vraiment répondre aujourd'hui, mais je trouve ça un peu dommage parce que dans les joueurs qui devaient venir, il y en a qui avaient un CV intéressant. Après, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, puis on ne fera pas semblant qu'on les connaît. Mais, mais des joueurs qui avaient un peu d'expérience en Europe, qui avaient des expériences en Ligue des champions de CONCACAF et tout, ça aurait été le fun de les voir. En tout cas, c'est pas notre style de parler des joueurs qu'on connaît pas. Donc voilà, on va vous le dire. Quand on connaît pas les joueurs, on va vous le dire. Alex, t'en penses quoi de toutes ces contraintes-là? C'est pas surprenant. Il faut pas oublier que l'Amérique du Sud a été très durement touchée, puis tu as tout le contexte politique où est-ce que ce serait difficile d'imaginer notre système d'immigration qui commence à faire des exceptions pour des joueurs de foot pendant que tu laisses même pas les familles, tu laisses même pas des Américains rejoindre leur mari ou leur femme au Canada, puis ça, c'est juste au sud de la frontière. Fait que là, c'est juste pas pensable, tu commences à faire des exceptions pour des joueurs de foot. Notre système d'immigration est pas fait pour ça. Puis pour ceux qui s'y connaissent un peu, fait surprenant, c'est beaucoup plus difficile d'immigrer au Canada qu'aux États-Unis. Puis on n'a pas les affaires de carte verte, les green cards, on n'a pas ça ici. La résidence permanente, c'est plus compliqué puis c'est plus long.
Donc, c'est pas surprenant, puis c'est plate, mais c'est la vie, ainsi va la vie. C'est, c'est des circonstances extraordinaires, puis si c'est aux joueurs locaux d'ici d'en profiter, ça fait juste plus de place à des joueurs de Division 3, universitaires, puis c'est à eux de saisir leur chance pendant que les Ouais. internationaux ne peuvent pas rentrer. Est-ce que vous pensez que ça, est un peu comme l'a dit un peu Alex, est-ce que vous pensez que c'est quelque part une bonne chose pour le foot canadien et pour les jeunes espoirs canadiens qu'ils auront plus de place à cause de ça? Donc, à un moment donné, il y a les points négatifs dont on a parlé, des joueurs internationaux qui n'arrivent pas à rentrer dans le pays et pouvoir jouer. Mais par contre, ça ouvre des spots quand même assez intéressants pour les petits jeunes qui d'habitude peut-être n'auraient pas fait les équipes n'auraient pas eu de contrat, n'auraient pas joué. Est-ce que pour vous, c'est un peu comme un cadeau surprise pour le soccer canadien? Alex, tu trouves que c'est une bonne chose quelque part, ce genre de malheureuses nouvelles, ça devient quand même une bonne nouvelle pour certaines personnes? Oui, absolument. C'est parce que, tu sais, avant, tu sais, qu'on n'était pas sûr si on allait revenir à la normale, si tu regardes la majorité des clubs CanPL, ils avaient quand même réussi à recruter des joueurs très, très intéressants. Puis, maintenant que tu peux plus vraiment compter sur eux, c'est si je pense à York United, tu pouvais presque dire que les 7 internationaux auraient pu faire partie peut-être pas les 7 parce que c'est 6 Canadiens minimum, mais au moins 5 internationaux à chaque semaine auraient fait partie de l'alignement partant. Ça libère des places pour des gars plus jeunes je pense à Max Ferrari, ça c'est le premier nom qui me vient en tête. Ben, ça, c'est plus de minutes pour les plus jeunes. Puis, il ne faut pas oublier que oui, la Ligue 1 Ontario, notre Division 3 en Ontario, a annoncé, souhaite un retour au jeu en juillet, mais peut-être que ça va forcer les clubs ontariens à les puiser dans le bassin de la Division 3 en Ontario. Puis, il faut que tu le prends comme une opportunité. Ouais. Saisis ta chance, puis renverse tout le monde, puis prouve que tu mérites de rester dans l'aliment, puis tu mérites un contrat. Puis ici, hein, nous au Québec, on aimerait bien voir d'autres Diaydin Nabzi et d'autres Mohamed Farsi faire le saut en CanPL et peut-être que ce genre de nouvelles, même si c'est malheureux pour des joueurs internationaux, ben, ça pourrait encourager ou aider les clubs à aller chercher des pépites en PLSQ aussi. Et il y en a des pépites en PLSQ, il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr, il faut aller les chercher, il faut que que les clubs aillent chercher ça, pas juste Halifax, pas juste York United, mais d'autres club, ce serait intéressant qu'ils aillent le faire. On a vu Calvary le faire avec Farsi. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Venez chercher en PLSQ. Il y a du talent au Québec. Sinon, à bon entendeur, salut. Au cas où il y a un investisseur au Québec qui a envie de voir et d'exploiter un peu cette jeunesse ici au Québec, allez-y, on vous attend depuis très, très longtemps ici sur CS à l'érable. Donc voilà, quelque chose à ajouter, Daniel Cameron? Eh bien, moi, je pense pas que ça va. Honnêtement, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que l'année passée, puis cette année aussi, c'est pas mal la même tendance. Les joueurs étrangers qui n'ont pas pu obtenir de visa sont remplacés par d'autres joueurs étrangers que c'est plus facile d'obtenir le visa. Donc, puis souvent, c'est des trucs qui sont faits à la va-vite. Je ne vais pas nommer personne, mais l'année passée, il y avait eu notamment un joueur espagnol, puisque c'est plus facile pour un Espagnol qu'un Sud-Américain de venir, qui avait remplacé un Brésilien, je crois, qui n'a pas pu venir à York. Puis en tout cas, il y a eu un beau but, puis vous pourrez faire des beaux vidéos YouTube avec ça. Sinon, même chose à Cavalry cette année. Là, ils ont annoncé, dès qu'il y a eu un joueur argentin qui a annoncé qu'il ne pourra pas venir, ben, il a été remplacé numériquement très rapidement par un Européen. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Au contraire, parce que ça va faire rentrer du monde qui ont encore moins, qui apportent pas nécessairement une valeur ajoutée. Et pour les Canadiens, je pense que c'est important que s'il y a des joueurs étrangers, que ce soit des gens qui puissent soit servir de mentors, soit permettre de compétitionner sur le... En tout cas, on va voir si jamais il y a certains clubs qui vont plus se focaliser sur le talent local au lieu d'aller chercher à l'international dans ce contexte pandémique-là. Je suis sûr qu'il y en aura un ou deux qui choisiront un peu plus le local. Après, il y en a d'autres qui ont plus de moyens. Un peu, tu as parlé de Cavalry un peu plus tôt, ou bien Forge, ça va être
peut-être eux vont pouvoir aller puiser dans l'international, mais après d'autres clubs qui ont des moyens un peu plus modestes, peut-être qu'à ce moment-là, viendront chercher en PLSQ, en Ligue 1 Ontario ou ailleurs hein, à travers le pays. Donc, on verra, on verra. Parlons un peu de cette pré-saison. C'est sûr, on l'a dit, on est le 18 mai maintenant et on a parlé d'un début de la CNPL vers la mi-juin, voire début juillet. Donc, la pré-saison, il faut qu'elle commence. On a déjà parlé ici dans ce podcast du fait que l'Atlético Ottawa s'entraîne en Espagne. Donc, la pré-saison est débutée, est bel et bien débutée là-bas. En Ontario, il y a toujours un problème pour les clubs pour s'entraîner. Ils n'ont pas le droit encore de s'entraîner. Même si j'ai entendu quelques rumeurs à droite à gauche qui disent qu'il y a il y a comme des trucs, peut-être des trucs qui se font sans que le gouvernement ne sache. Mais ça, c'est autre chose. Après, il y a le reste des équipes. Daniel, je suppose que toi, tu voulais nous en parler. Le reste des équipes ont tous commencé leur pré-saison ou sont sur le point de commencer leur pré-saison, n'est-ce pas? Oui, ben, les clubs albertains, ça faisait un moment qu'on les suivait. Là, il y a Valor qui a commencé cette semaine. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Manitoba impose à ce que les gens qui rentrent d'une autre province fassent 2 semaines en confinement. Mais c'est pas un confinement aussi strict que pour les voyages de l'étranger, quand la personne peut aller acheter de la nourriture, choses comme ça. Donc là, maintenant, ils ont commencé le camp d'entraînement. Hier, en fait, le lundi, le 17 mai, il y a beaucoup de têtes communes et beaucoup de joueurs invités aussi. On pourra en reparler. Comme tu l'as mentionné, pour Atlético, ils ont l'air de bien s'amuser en Espagne. Là. Ils vont voir le stade de l'Atlético Madrid, ils font des matchs amicaux. Honnêtement, c'est juste qu'on dirait qu'ils sont comme en stand-by pour Bah, il faut en attendre que profiter, hein. Tu es à les joueurs- Madrid et tu fais partie du club, un peu du consortium de clubs, de la la grande grande famille de famille. l'Atlético Madrid. Donc, bien sûr que tu vas aller voir un match. Et en plus, on s'entend, en plus, l'Atlético Madrid qui est sur le point de remporter la Liga. Donc, ça va être quand même assez intéressant pour les clubs de l'Atlético Ottawa, pour les joueurs de l'Atlético Ottawa d'avoir cette expérience-là. Peut-être que ça va leur donner des ailes pour l'année de la CNPL. Alex, toi qui est à North York, qui habite en Ontario, parlons un peu de ces clubs ontariens. Est-ce que tu penses le fait qu'ils n'ont pas pu reprendre leur entraînement en pré-saison, ça commence à devenir un gros handicap, non, pour le début de sa saison? Ou bien tu penses qu'il y a quand même encore le temps pour ces clubs d'être au même niveau que les autres clubs de la CNPL? Je pense que l'handicap, ça va vraiment être pour York United. York United qui a quand même fait des gros changements pendant la saison morte et qui vont être privés de pas mal je pense que tous leurs internationaux, pas tous leurs internationaux, mais deux principaux qui sont en prêt. Pendant que, tu sais, Forge, c'est le même club. Puis, tu sais, la continuité, ça les a servi. Puis, on l'a vu pendant les Island Games, mais ils ont été un signe de constance. Puis même quand puis, tu sais, justement, un bon point, les Island Games. Ils n'ont pas eu une grosse pré-saison, mais en très peu de temps, ils étaient meilleurs que l'année précédente. Puis, ils ont mieux fait en CONCACAF League dans des conditions plus difficiles, avec beaucoup de voyagements, en confinement un petit peu à travers l'Amérique du Sud. Ça fait que tu vois que la chimie, puis la continuité, puis avoir les mêmes joueurs, puis la même philosophie, puis le même coach, puis cette stabilité, ça les sert à 100%. Je ne serais pas surpris qu'ils en viennent plus forts parce que on va tous se rappeler que la petite chose qui manquait à Forge, ça a été suffisant pour qu'ils gagnent la Ligue, mais insuffisant pour aller plus loin, pour se qualifier pour la Ligue des champions. Et le nom de cette petite étincelle, c'est Tristan Borges. Pour moi, tu sais, ils vont faire leur pré-saison, même si ça dure 2, 3 semaines. Sur une saison de 28 matchs, c'est un club que même si en début de saison, c'est un petit peu difficile, ça va faire très mal vers la mi-saison, puis vers la fin de saison. Ils vont être extrêmement solides. Quant à York United, mais il ne faut pas oublier que leur alignement est très fort, mais un gars comme Michael Pietrasco, il est prêté jusqu'à la fin de la saison va se terminer, fait qu'il devrait revenir.
Dominique Zator, il est en Suède, fait que je ne sais pas s'il reviendrait pour l'été ou Ah il va. oui, ils l'ont Oui, dit. Angus McNabb a dit qu'il reviendrait. Donc, il n'y a pas à s'en faire. puis tu as Christopher Ensa qui arrive de Halifax, un nouveau gardien. Là, il vient de signer Jordan Wilson. Tu as Noah Verhoeven de Pacifique. Fait que, c'est encore à recommencer. Puis, Ouais, il y a des problèmes un peu parce qu'il y a il y a beaucoup de joueurs. Bien sûr, on voulait dire Chris Novick ça et non pas Christopher. C'est bien ça avec son frère Félix qu'on a reçu ici sur le podcast. ouais. Donc voilà. Mais oui, non, effectivement, ça va être difficile avec le nombre de nouveaux joueurs du côté de York United. Mais écoute, quand tu y penses en CanPL, on a des nouveaux joueurs partout. Oui, c'est sûr, il n'y a que Forge qui a un peu une certaine continuité, mais toutes les autres équipes, c'est vraiment Forge et peut-être Cavalry qui ont un peu une certaine Ouais. continuité, mais toutes les autres équipes, on reprend à neuf un peu cette année encore, comme on avait vu en 2020, où encore une fois, il y a eu de gros roulements d'effectifs. Ça va être un peu la même chose. On est encore au début d'une ligue, au début de l'histoire d'une ligue qui est la première ligue canadienne. Donc, je pense que ça va être difficile pour tout le monde, en tous les cas, coacher 2 semaines de pré-saison ou 6 semaines de pré-saison. Au début, ça va être difficile, le temps de trouver tes automatismes et ainsi de suite. Donc, Ouais. on verra pour les clubs ontariens et pour tout le reste des clubs canadiens. On passe au dernier segment. On va faire un petit segment transfert. On ne va pas parler de tous les transferts, n'est-ce pas, Daniel Cameron? On va parler juste, on va parler juste de quelques transferts qui ont fait couler beaucoup d'encre. Quand je dis beaucoup d'encre, on n'a pas signé Kun Agüero, Sergio Agüero, non, on n'a pas signé Agüero encore. Encore, peut-être, qui sait? Qu'Aguero viendra en première ligue canadienne. Mais on a signé quand même des joueurs qui sont quand même intéressants. Daniel, je te laisse mentionner ces transferts-là qui ont un peu surpris et qui sont quand même intéressants pour une ligue comme la Canadian Premier League. Eh bien oui, on va en prendre trois, tiens. Sinon, c'est comme moi, quand je commence, ça ne s'arrête jamais. Je vais toutes les faire. Ben, il y a eu Jakovic qui était à LAFC en MLS, qui a fait plusieurs années là-bas. Il avait annoncé qu'il allait quitter, puis on ne savait pas trop s'il allait prendre sa retraite ou pas. Eh bien, Dejan Jakovic, défenseur central de 35 ans, canadien, vétéran de l'équipe nationale, va signer à Forge. Si je ne me trompe pas, il est plus vieux que David Edgar, mais il vient pour hériter de son poste. Également, il y a eu Ouais, mais justement, juste avant que tu continues, pour euh, de Jan, de Jan Jakovic? Dejan. Dejan, OK. Fait que pour Dejan Jakovic, bon, ben, je voulais juste amener la petite parenthèse salaire parce que, il faut pas, oui, il arrive de la LAFC puis en MLS, puis c'est sûrement un gars qui faisait, presque peut-être 120 ou 150 000 US. Fait que, il y a du monde qui vont se dire, ben, qu'est-ce qu'il va faire à Forge? Mais, il ne faut pas oublier que Forge s'en va en CONCACAF League encore. Puis, Jakovic, il a l'expérience avec l'équipe canadienne. Fait que, avoir cette expérience, euh, puis le bagage qu'il a, le bagage qu'il a, ben, ça va aider Forge dans leur campagne en CONCACAF League. Ils vont essayer de faire mieux que les quarts de finale. Puis aussi, le salaire ne doit pas être mauvais à Forge parce que, oui, il faisait 150 000 US. Je ne suis pas en train de dire qu'il va faire la même chose en CanPL, mais le salaire maximum en CanPL, c'est environ 77 000. Puis il y a des bonus individuels qui peuvent aller jusqu'à 45 000. Puis, tu as les bonus si tu joues en CONCACAF que la Ligue donne aux joueurs qui peuvent aller jusqu'à 180, aux alentours de 180 000, je pense, pour l'ensemble du club. Donc, on va pas, il faut pas avoir trop de peine pour le portefeuille de Jakovic. Je pense qu'il va être correct avec Forge. Puis, je pense que Forge n'ont pas trop de misère à recruter du monde avec leur campagne en CONCACAF League, mais je voulais pas t'interrompre, Daniel. Tu peux continuer avec. Je trouvais ça juste amusant de parler du salaire de M. Jakovic en CPL. je Ces pense aussi, chiffres. ben, je me demande aussi peut-être qu'il prépare son après-saison. Il a vu ce qui est arrivé avec David Edgar qui rentre dans le staff maintenant.
Il veut retourner. Lui vient de l'Ontario aussi, là, donc peut-être il veut jouer devant sa famille. Il a l'espoir de jouer devant sa famille. Il retourne. Tu sais, vivre à LA, c'est cher, hein, faut pas oublier. Donc, il peut, avec l'argent qu'il a fait à MLS, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des projets d'affaires. Tu sais, on a vu beaucoup de joueurs canadiens qui sont entrés à Canadian Premier League qui ont fait des projets d'affaires. Donc, ce serait pas surprenant. Il y a aussi eu Drew Becky, le frère de l'autre, comme on dit, qui est de retour à Ottawa, mais sous la tunique de l'Atlético Ottawa. Drew Becky, qui est né en Saskatchewan, mais qui a vécu aux États-Unis. Sa sœur, elle est née aux États-Unis. Donc, il a joué avec Nomme-la au moins, Janine Becky, une des Janine Becky. meilleures joueuses du côté de l'équipe nationale canadienne, qui est vraiment très, très reconnue. Donc, voilà, donc tu peux la nommer, tu as le droit. Hein, donc, voilà. Je voulais pas lui enlever la vedette, c'est pour ça que j'ai dit la sœur de l'autre. Ouais, ben, bien sûr, on en a parlé plusieurs fois de Janine Becky qui joue à Manchester City en Angleterre. Donc, quand ça fait Drew Becky, ça faisait un moment qu'on s'en doutait parce qu'il y avait eu plusieurs indices dans ses médias sociaux, mais le club ne l'avait pas annoncé. Même le compte des nouveaux futurs propriétaires de Saskatoon avait comme dit qu'il était à Ottawa quand ils ont publié la vidéo. Donc, tout le monde le savait, sauf le community manager du compte Atlético Ottawa. Donc, lui, il revient au Canada. Après ces dernières années, il a joué en USL. Donc, ça va être intéressant de le voir. Peut-être qu'il espère revenir en équipe nationale, là. Il y a une place à se faire en défense centrale, hein, s'il fait quelques bons mois. Pour la Gold Cup, ça serait short, mais on ne sait jamais. Également, ben, il y a un autre joueur. Personnellement, je ne le connais pas, puis je pense que beaucoup de monde ne le connaît pas nécessairement, mais ça reste quand même une grosse signature pour la Ligue. C'est Joey Mason qui a joué en English Championship, la deuxième division anglaise. Il a 29 ans, donc c'est pas un joueur qui vient un peu dans la tendance de 21st Club des joueurs U23, là. Donc, c'est un joueur de 29 ans qui arrive avec de l'expérience, plusieurs années en Division 2 anglaise, qui a joué même au niveau en équipe de jeunes de la République d'Irlande. Donc, il a quand même marqué 42 buts en 185 matchs en deuxième. Ce serait intéressant de voir un peu. Il a joué à MLS d'ailleurs, il avait été prêté au Colorado Rapids en 2018. Il avait joué 14 matchs et marqué 3 buts. Donc, je pense que ça va être intéressant de le voir. Il vient pour jouer en attaque comme striker. Donc, je suis très curieux. Là, disons, c'est plus l'aspect curiosité. Même, je sais que les gens de One Soccer se demandaient si c'était la plus grosse signature de l'histoire de la Ligue. Mais j'attends de voir avant de dire quoi que ce soit. Ouais, après, c'est un joueur hein, qui a joué quand même dans des gros clubs en Championship. Hein. On parle de Wolverhampton, qui est maintenant en première division, donc en EPL. On parle de Portsmouth, on parle de Bolton. Il a joué à Cardiff City aussi. Donc, c'est quand même un joueur qui a quand même expérimenté le très haut niveau. Pas juste en Championship, je pense qu'il a aussi joué en Premier League, si je ne me trompe pas, mais reste à vérifier. À 30 ans, c'est un joueur qui est supposé en avoir encore sous la semelle. International espoir irlandais, donc de la République d'Irlande. Donc, c'est intéressant parce que c'est ce genre de joueurs-là qui vont pouvoir un peu hausser le niveau de notre ligue. Combien je trouve que c'est important d'avoir des joueurs locaux. C'est important aussi que les internationaux qui arrivent soient aussi des joueurs qui vont apporter un plus à la ligue en tant que telle et hausser le niveau. Comme ce qu'on voit tout le temps, on a vu ça en MLS, dans les débuts de la MLS, avec des joueurs qui arrivaient en fin de carrière, oui, mais n'empêche qu'ils haussaient le niveau de la ligue. Là, la CNPL essaie de faire autrement et au lieu d'amener des joueurs en fin de carrière, d'amener des joueurs un peu dans la force de l'âge. 30 ans, c'est pas vieux. Il a encore un bon 3-4 ans où il est capable d'être très, très bon. Donc voilà, on verra si ça va être un succès parce qu'on a déjà vu ce genre de paris qui malheureusement n'ont pas porté leurs fruits. Donc on verra si c'est effectivement une bonne chose d'avoir ce Joe Mason. C'est pas Joey, c'est Joe Mason qui a signé au Cavalry FC. Il remplace un peu, si tu veux, le Dominique Malonga, hein, qui est un peu dans le même style de joueur.
qui aussi avait roulé sa bosse un peu partout à travers la planète. Un petit mot sur Joe Mason, Alex Rupert, ou tu ne connais pas plus que ça, ou je trouve que c'est une bonne chose? Moi, je trouvais plus Joe Mason, c'est bien, mais Cavalerie, ce qu'ils ont fait cette année. Quand ils ont perdu Zator, tout le monde disait ben, c'est un gros trou. Ils ont été chercher Tom Field, qui est latéral gauche et Oui. jeune de 23 ans qui a joué ben, qui a joué en Scottish Championship avec Dundee. Puis c'est un produit de l'Académie de Brentford. Brentford, c'est un club de championship. Puis il a seulement 23 ans. Puis aussi, pour remplacer Dominique Zator, ils ont mis la main sur Dan Klump. C'est un jeune de 22 ans qui est défenseur central, qui vient de la deuxième division des Pays-Bas. Donc, puis en plus, tu sais qu'on a notre jeune dynamique québécois Mo Farsi sur la ligne défensive. Et on a vu David Norman Jr. qui a impressionné pendant le tournoi olympique. Ouais, qui pourrait jouer à ce poste-là. Hein. Et pas oublier aussi le prêté, hein, Kari Fayao, prêté par le Club de foot Montréal, qui sera là aussi en tant que défenseur central. Donc, c'est intéressant. Si tu vois un club comme Cavalerie qui jouait déjà de façon excellente, qui va être une force défensivement pour rivaliser avec Forge, ça va être un club à ne pas manquer. Sinon, d'autres transferts, mais j'avais déjà parlé de Kristinovic Ensa à York United. Donc, ça, c'est un gros changement. Il ne faut pas oublier que York United a la main sur Noah Verhoeven de Pacifique. Ouais. Donc, ça, c'est un gros morceau. J'ai toujours trouvé que c'est un excellent milieu de terrain qui peut presque tout faire. Je pense qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Peut-être que c'est York United qui va débloquer son plein potentiel, puis il va être entouré de joueurs très intéressants. Et il va avoir Michael Petrasso qui revient, il y a le vétéran Jordan Wilson qui revient. Fait que ça va être très intéressant de voir ce qu'il va faire à York United. Puis, je pense qu'il vient de la région aussi, si je ne me trompe pas. Mais je suis désolé de revenir à Cavalerie, mais ils mettent la main sur Anthony Novak. Ouais, aussi. Je pense que c'est une très bonne signature. Je n'ai pas compris pourquoi Forge a laissé partir, mais vraiment une très bonne signature pour Anthony Novak. En tout cas, on va parler un peu des effectifs quand on va faire un peu notre preview de la saison un peu plus tard, dans quelques semaines, bien évidemment. Donc, on reviendra là-dessus. On fera vraiment un long épisode où on va vraiment parler de chaque équipe avec les allées et venues de chacune, ce qu'on en pense et ainsi de suite. Donc, là, on voulait parler un peu de ces transferts dernièrement qui ont quand même, comme on l'a dit, fait couler beaucoup d'encre depuis la dernière fois qu'on a parlé de transferts. Les amis, je pense que ça va être tout pour notre épisode ici de CS à l'érable, un épisode express, on va l'appeler comme ça. Mais c'est quand même un épisode où je pense on a pu débattre de foot canadien et parler un peu de ce qui s'en vient. Et enfin, on va avoir une saison en bonne et due forme cette année. Peut-être pas une saison normale, mais presque normale, avec quand même 28 matchs à jouer par chacune des équipes. On va en avoir du soccer, beaucoup de soccer, sans oublier toutes les échéances internationales. Les amis, merci beaucoup Daniel Cameron, Alex Rupert d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Les auditeurs, je veux vous remercier d'être aussi fidèles ici à nous écouter sur CS à l'érable et je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.